Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en salle de trading DailyFX. À nouveau Vincent Gann donc pour vous recevoir ici en salle de trading depuis le morning meeting de ce matin. Donc je suis en présence de Nicolas Lavallée. Donc bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Donc on ne présente plus Nicolas Lavallée, analyste et chroniqueur pour DailyFX. Nicolas, donc tu as monté une école de formation de trading, Trader Academy. Tout à fait. Et donc ta spécialité, toi, pour étudier les marchés financiers et les grandes tendances, ce sont les fourchettes d'Andrews. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Et ensuite, dans un second temps, eh bien, nous suivrons tous ici ton point de marché. En fait, ça vient d'une démarche analytique qui est assez simple. Quand on veut produire une analyse ou simplement quand on veut trader les marchés financiers, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Est-ce qu'on veut trader à l'achat? Donc on va essayer de répondre quoi? C'est quoi le potentiel à l'achat pour un actif? Combien on voit un actif s'apprécier? Donc quelle est notre vision de marché par rapport à ça? Donc on va essayer de répondre à cette question-là. On va essayer de répondre à la question qui est le où. Si je veux acheter, ça va être vers quelle zone de prix? Donc là, il nous faut des outils également pour pouvoir répondre à ce où. On va travailler les supports, les obliques. Et puis il y a aussi le timing, le quand. Puisqu'une bonne prise de décision, c'est sur un bon timing. Et c'est vrai qu'à ce titre, les fourchettes d'Andrews viennent parfaitement compléter des outils que sont la loi de Dow, des outils que sont l'analyse des supports et de résistance, parce qu'elles vont nous apporter, au travers de cette canalisation, de l'angle qu'elles donnent justement pour faire évoluer les cours dans le temps, ce timing qui nous permet d'entrer au bon moment. Donc pour moi c'est vrai que cet outil des fourchettes d'Andrews vient parfaitement compléter ma boîte d'analyse. Voilà. Ok, donc c'est très clair Nicolas. Alors maintenant je pense qu'on a tous hâte de connaître ton point de vue, surtout de moyen long terme, sur beaucoup d'actifs financiers. Alors vous allez voir, j'ai déjà pris connaissance de certains slides. Nicolas Lavallée va notamment vous confirmer que oui, en 2015, nous verrons probablement l'euro-dollar entre 1,20 et 1,22 $, voire probablement plus bas. On envisagera aussi des perspectives assez baissières pour le dollar australien, puis de manière générale les indices boursiers. De nombreux actifs sont couverts. Alors voilà comment cela va se dérouler. Pendant à peu près une demi-heure, Nicolas Lavallée va dérouler son point de marché à l'aide d'un certain nombre de slides et d'arguments techniques. Et dans un second temps, il répondra donc à vos questions-réponses. Donc au fur et à mesure de la présentation, comme d'habitude, laissez dans la file de commentaires vos questions auxquelles il répondra donc tout à l'heure après le point de marché. Nicolas, à toi de jouer. C'est parti. Voilà, donc comme le dit Vincent, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je répondrai donc en fin de session. On va commencer par les indices. Vous allez voir dans les analyses que je vais vous apporter, c'est un croisement d'analyses à la fois donc Andrews. Je vais vous présenter un certain nombre de fourchettes actives actuellement donc constatées sur le marché. Je vais vous présenter également des niveaux Fibonacci qui peuvent être des niveaux de retracement ou des objectifs potentiels pour les cours. Et de temps en temps, vous verrez également des décomptes héliotistes. Et tout l'enjeu justement de ces analyses, c'est d'effectuer un croisement analytique entre ces trois approches et d'en faire ressortir les points de confluence, c'est-à-dire les points de convergence pour lesquels ces trois analyses sont d'accord et aboutissent donc au même résultat. Alors on va commencer, si vous voulez bien, par les indices. On va regarder le DAX et on va regarder le S&P 500. Le DAX, nous sommes en unité mensuelle. Alors pourquoi je ne vous ferai pas d'analyse court terme, simplement parce que je ne viens pas non plus très souvent voir nos amis de DailyFX. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous apporter ma vision moyen terme sur ces actifs-là. Nous sommes donc sur le DAX en unité mensuelle. Nous avons cassé cette donc grande configuration donc, qui avait pris naissance en 99 et qui a cassé donc, comme on peut le voir, avec un mouvement d'impulsion très clair. En général, quand nous avons ce genre de configuration, on peut détecter donc dans ce mouvement d'impulsion des niveaux Fibonacci qui sont très bien respectés. On voit ici le niveau 61,8 de cette vague 1-2 qui développe une vague d'impulsion donc pour le moment en 3 temps, mais on attendra une vague 4 puis une vague 5 et on voit très bien qu'actuellement l'enjeu pour le DAX en unité mensuelle, c'est de sortir de ce range Fibonacci, donc les 9000 et les 10 000, où on voit vraiment que les cours ont tout à fait respecté ces niveaux. Donc la vision que j'ai sur cet actif en unité mensuelle, clair, c'est
Si on venait à casser le range par le haut, on irait à ce moment-là dans la foulée chercher le niveau Fibonacci suivant, c'est-à-dire le niveau approximativement des 11 500, 11 200, qui coïnciderait avec également ce niveau des 1272 de cette vague-ci. Donc c'est quelque chose qui peut vous paraître un peu abstrait. Si vous n'avez jamais utilisé les expansions Fibonacci ou les niveaux de retracement, sachez juste une chose, c'est que ce sont des niveaux qui font réagir les cours de façon extrêmement précise. Donc c'est des niveaux qu'il faut absolument mettre sur les marchés, et en général, on a des mouvements d'oscillation entre ces niveaux, et quand on arrive à identifier un range comme celui-là, eh bien c'est vraiment la cassure de ce range qui décidera donc du mouvement de façon très claire. Donc soit on casse par le haut et on ira rechercher le niveau des 11 500, 11 200, et à ce moment-là, nous aurons un cluster de retournement extrêmement fort, puisque nous aurons fait les 1,618 de cette vague-là, fin de vague 3, nous retracerons. Ou alors, nous cassons par le bas, et donc cette vague-ci sera retracée, et il y a une probabilité importante que les cours reviennent tester ce support, les 8000, voire même ce support des 7200, 7500, qui est une zone de cluster Fibonacci qui servira donc au cours pour éventuellement rebondir. Donc le DAX est coincé dans ce range, la cassure de ce range décidera clairement des mouvements à venir. Alors on va faire un zoom sur le DAX. Donc on voit le range dans ce rectangle jaune. Je vous ai mis également une fourchette d'Andrews qui modélise entre guillemets donc le mouvement qu'on constate. On voit très bien que la ligne médiane fait réagir le marché. Nous sommes arrivés en haut, donc nous avons eu un canal haussier sur le DAX. Nous sommes arrivés en haut de ce canal. Nous avons fait ce que nous appelons en fait une inside bar weekly, une figure d'indécision avec cassure par le haut. Si nous devions casser cette structure par le bas, eh bien ça veut dire qu'il y aurait de fortes chances que le DAX retourne chercher le bas du range, c'est-à-dire revienne sur la ligne médiane de cette fourchette. Et je vous rappelle que si nous venions à casser ce bas-ci, nous enclencherions une expansion baissière qui irait porter le DAX vers des plus bas. Donc nous sommes sur une zone extrêmement sensible, nous sommes sous une résistance forte, puisque nous avons également une expansion ici qui a donné un objectif concret. Nous avons ici un cluster Fibonacci sur le haut du range. Si on venait à casser ce cluster, on aurait une accélération forte derrière. Actuellement, les indices sont en train de retracer. Si nous cassons le seuil des 9580, on peut s'attendre à un retour sur la ligne médiane. Alors, on peut regarder le S&P 500 en mensuel et faire l'analogie. On voit très bien que les indices sont arrivés sur des zones de résistance de moyen terme extrêmement puissantes. Nous avons un cluster multiple. Nous avons cette vague-ci qui a porté, qui a développé ce mouvement d'impulsion du S&P au-dessus des 2000. Et nous arrivons sur le haut de cette fourchette mensuelle. Nous sommes sur le cluster 1272 de cette vague d'impulsion, sur les 1,618. Ici, la probabilité d'un retournement est importante. Ça ne veut pas dire que le S&P ne sera pas haussier encore derrière sur le long terme. Ça veut dire qu'ici, les probabilités d'un retournement deviennent fortes. On est sous une résistance Fibonacci et une résistance Andrews. Nous sommes donc sous une confluence de résistance de moyen terme. Donc il y a, en tant qu'analyste, on doit émettre deux scénarios. Le premier scénario, c'est cette résistance fait son boulot, et à ce moment-là, on peut même imaginer un retracement du S&P pour aller rechercher cette zone de cluster de support pour ensuite aller rebattre et rechercher des plus hauts. Nous aurions à ce moment-là une bascule des 1,618 et 1,272 vers le cluster des 61,8 et des 100% de cette expansion pour aller chercher le cluster final vers les 2250. Et à ce moment-là, cette structure aurait donné son énergie. En général, ce genre de structure vient chercher les 200, tandis que une structure plus verticale va chercher les 1,618. Ici, nous aurions, pour moi, un vrai point. Donc après, dans le timing, on serait plutôt dans cette zone-là. Nous aurions vraiment
une zone de retournement de moyen terme très importante, et il faudrait rechercher des shorts, je dis bien rechercher, pas vendre la zone telle quelle, mais rechercher des shorts sur la moindre figure de retournement. Voilà, donc en attendant, nous sommes sous résistance. Si on vient à casser le haut de cette fourchette, on peut avoir une accélération, mais nous pouvons aussi buter complètement sur cette résistance, consolider, on peut avoir un retracement aussi légèrement horizontal, rechercher la ligne médiane de cette fourchette-ci et repartir vers le haut, ou avoir un retracement plus profond. On analyserait à ce moment-là la structure de retournement, de retracement, pardon. Est-ce que nous aurions un drapeau sur lequel nous pourrions mettre des expansions baissières, et la mise en place de clusters sur cette figure de retracement avec nos supports Fibonacci nous permettrait de mieux juger des probabilités pour repartir à l'achat derrière sur cet actif S&P 500 dans cette unité mensuelle. Nous allons attaquer donc les matières premières, l'argent. Alors l'argent est sur l'or. Je vais vous présenter un décompte que je vous avais présenté la dernière fois que j'étais venu donc ici, où je vous avais évoqué donc une possibilité forte que nous construisions un triangle, une structure de triangle à la fois sur l'argent et sur l'or. Nous sommes en fait dans une figure de retracement, hein. C'est vrai que l'or et là, comme l'argent ont montré une appréciation très forte pendant très longtemps, et donc on a un retracement qui est très brutal, hein, dans cette échelle de temps évidemment. Et donc nous avons fait une vague A, une vague B, et nous sommes en train de développer une vague C. Et quand on voit une structure en triangle comme celle-ci, eh bien c'est souvent en fait le signe d'un triangle de continuation. C'est ce qu'on appelle d'un point de vue idiotiste une vague 4 qui appelle en fait une vague 5. Donc on voit nettement que le support ici a lâché. J'ai pas été surpris, et j'avais évoqué sur mes points marché qu'il y avait une probabilité forte que, et sur l'or et sur l'argent, ces structures en triangle cassent par le bas. J'étais d'autant plus convaincu qu'on avait des structures en triangle, qu'on avait des mouvements en 3 temps à l'intérieur de cette figure de consolidation, et tous les héliotistes savent que ces genres de structures développent des vagues en 3 temps et souvent vont casser dans le sens de la tendance de fond. Bon, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais ce décompte qu'il y avait ici nous indiquait une meilleure probabilité de cassure par le bas. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est jusqu'où ce mouvement peut aller. C'est la question qu'on va se poser sur l'argent et sur l'or. Pour ce faire, on va mettre donc des niveaux d'expansion. Souvent, les retracements en A, B, C donnent des niveaux d'expansion qui sont soit les 61,8, soit les 100, et aussi de temps en temps les 1,618. Donc les 100, puisque nous avons consolidé sur le niveau des 61,8 pendant plusieurs mois, si nous avons consolidé aussi longtemps, c'est pas pour buter très rapidement derrière et remonter. Je pense qu'on a accumulé de l'énergie, et on a accumulé de l'énergie pour aller battre des bas, et je pense qu'on peut aller chercher donc ce niveau d'expansion des 100%, c'est-à-dire les 11,80, les 12, qui correspondraient également au 1,618 de cette vague qui est ici, et donc là nous aurions un cluster. Alors la conclusion de ça, c'est on se donne potentiellement un objectif ambitieux, mais il faudra aussi se dire que si le marché arrive dans ce timing sur les 1,618 et donc les 100% de cette expansion, nous aurions à ce moment-là un support Andrews, nous aurions un support majeur Fibonacci et une oblique de soutien. Autant vous dire que sur ce genre de zone, en plus un beau support chartiste, nous rechercherions des achats très fortement. Voyez, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de raisonner. On essaye de se donner par des zones de confluence qui ont une faculté à attirer les prix des zones d'objectifs. Évidemment, après, il faut pouvoir le trader. Si vous êtes dans cette unité de temps, vous pouvez mettre un stop ici, avoir une entrée, même si c'est pas forcément la meilleure. On préfère en général, si on pense que le triangle va casser par le bas, plutôt shorter le haut du triangle, et puis après prendre des niveaux de prise de bénéfice en fonction de ce que cette vague nous apporte, puisque nous avons des différents niveaux d'intervention, jusqu'à un objectif final qui sera ici. Mais surtout, là, vraiment se positionner sur figure de retournement. On n'achète jamais un niveau cash, puisque les stops sont toujours un peu compliqués. Chercher une figure de retournement, et à ce moment-là, viser une reprise simplement de la hausse de long terme.
sur cet actif. Donc je suis résolument baissier sur les métaux en disant attention, on peut aller chercher les 12, donc attention, ici c'est peut-être juste le début d'un mouvement qui peut donc être assez brutal. Alors on va regarder l'or, et l'or est également dans le même type de configuration. On peut voir donc une structure en triangle, en ABCDE, et nous avons cassé cette oblique de soutien, et en fait l'or avait cassé cette oblique avant que l'argent ne cède son support horizontal. Donc l'or était quelque part un peu précurseur, et donc même question, même débat, jusqu'où l'or peut aller. Et bien si nous mettons une expansion de 100% sur le niveau des 1000, nous avons également ici une belle vague qui nous donne ces 1,618 sur le même seuil. Et bien il y a une probabilité importante que l'or aille rechercher ce niveau. Donc moi je suis baissier sur l'or jusque donc le niveau des 1000. Par contre ici nous aurions donc un support Fibonacci, un cluster, une confluence de supports majeurs. Je rechercherai évidemment des achats. Donc là, si vous voulez prendre le mouvement en cours, c'est évidemment trop tard, surtout dans cette unité de temps, vous n'auriez plus le risque reward. Néanmoins, ce genre de mouvement, surtout sur les métaux, est très impulsif. Donc à vous de rechercher dans des unités de temps plus petites, si vous n'avez pas des canaux qui apparaissent, essayez de surfer en suivi de tendance, vendre les hauts de canaux, prendre des bénéfices en bas de canal et reshorter les hauts de canaux, et ainsi de suite, pour essayer de suivre ce mouvement le plus longuement possible. N'oubliez pas qu'une vague, un cours qui baisse nécessite à un moment donné des zones de retracement. Il faudra bien surveiller ces zones de retracement, mettre vos clusters, et pourquoi pas, si on arrive également sous des résistances Andrews, par exemple en pullback ensuite sous cette zone de support, eh bien prendre vos responsabilités et reshorter la zone si vous avez un stop logique dans votre unité de temps de travail. Donc je suis résolument donc short sur les métaux. On va regarder ce que donne le gaz naturel, puisque c'est un actif qui a été débattu largement. On voit que le gaz naturel est sur un support, donc là je suis en unité semaine. On avait une magnifique étoile du soir. Quand on se met en unité mensuelle, on voit ici qu'on a une magnifique étoile filante, une étoile du soir. Également, on peut donc voir que ce mouvement que nous sommes en train de faire, c'est un mouvement de retracement, puisque le gaz était fortement apprécié. Nous sommes en train de retracer en A, B et C. Tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce que cette vague C, donc la troisième vague, a terminé son objectif sur ce support. Alors moi, la première observation que je peux faire, c'est que nous avons cassé une oblique de soutien qui est importante. Ça c'est un signe qui peut nous dire que cette vague C est peut-être pas terminée. En plus, on peut voir donc une vague A très impulsive. On voit une très belle impulsion baissière. On a eu un retracement en 3 temps, et donc derrière de nouveau une vague impulsive. Donc moi, quand je vois ça, je me dis plutôt qu'on est en train de faire une vague 1, une vague 2, et que derrière, le gaz devrait reprendre sa tendance baissière une fois qu'il aura fini cette structure de consolidation. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter la zone. On est en unité semaine, et donc on est quand même sur un support. On voit bien qu'ici on est en train de retracer, des achats peuvent être possibles, mais ce que je dis, c'est que ce sont des achats qui sont compliqués. Stratégiquement, on vient de terminer donc une impulsion baissière qui en appelle, je pense, une troisième à venir derrière. Nous venons de casser une oblique. Attention, même si on achète et qu'on revient sous cette zone-là, nous aurions en fait une zone, un point d'énergie, une confluence terrible de pullback sur cette ligne de tendance. Nous serions également sous cette ligne de médiane de cette fourchette. Nous serions également sous résistance chartiste. Vous voyez bien que si on achète cette zone-là, c'est pas pour aller casser des plus hauts. Il y a une forte ici probabilité que des vendeurs se manifestent et on redémarrait la baisse. Donc il y a deux scénarios. Soit effectivement ce retracement, on voit bien que c'est une figure de retracement, puisqu'elle montre des chevauchements. C'est un mouvement d'impulsion, c'est bing, ça y va direct, il n'y a pas de chevauchement, c'est net, c'est propre. Ici, ce n'est pas propre, c'est tout à fait le signe d'une figure de retracement. Donc je pense pas du tout qu'ici on ira casser par le haut. Je pense que si cette figure donne son objectif, parce qu'on va voir qu'on a des expansions, après on va faire un zoom sur cette structure, si cette figure donne son objectif dans la zone,
je pense que ce sera vers les 4200, ce sera, je pense, un excellent point de short, c'est-à-dire qu'on recherchera à ce moment-là une figure de retournement dans l'unité de temps que vous travaillez pour shorter, swing sur cet actif. Alors on peut voir la figure de consolidation sur donc, le gaz naturel. Nous avons zoomé, nous sommes en unité journée. On a ici buté sur le haut de cette fourchette d'Andrews. On avait ici une structure plus ou moins de retournement qui a bien, on va dire, qui a donné des réactions intéressantes sur sa ligne médiane et sur le haut de ce canal. Donc c'est vrai qu'ici on a buté. Si on devait analyser les pour et les contre, on a fait un double bottom, on a cassé ce double bottom par le haut. En général, bon, ça appelle, c'est ce qu'on appelle un 1, 2, 3 reversal, ça peut appeler des objectifs vers les 1,618 Fibonacci de cette structure. Donc potentiellement, cette structure qui est ici peut aller rechercher les 4002. C'est pas rare non plus qu'une structure comme celle-là bute sur les 100%, on était à peu près sur les 100%, et après échoue à vouloir faire des plus hauts et casse tout vers le bas. Néanmoins, à l'intérieur de cette structure de consolidation, nous avons fait également ici une nouvelle consolidation qui également a donné un plus haut au cours. Donc même si derrière, vous voyez, c'est quand même tendu, on voit que les acheteurs se manifestent sur cette zone, on voit bien que c'est une zone de chevauchement, on parle d'un retracement, mais on voit bien que dès qu'on arrive sur un niveau derrière, bing, donc c'est quand même pas simple, c'est ce qu'on trade, c'est quelque chose d'assez tendu. Mais on a des signaux qui nous disent, oui, effectivement, la zone peut quand même réagir encore et aller chercher le haut donc, de cette fourchette d'Andrews, les 4200, donc le cluster Fibonacci. Par contre, si on arrive là, franchement, si vous aviez acheté ici et qu'on arrive ici, bravo, prenez vos objectifs, prenez vos bénéfices, parce qu'il y a, je pense, une probabilité bien meilleure à ce qu'ici on constate un gros mouvement d'impulsion baissier, reprise donc de la vague C baissière que nous avions constaté, et que ça nous emmène donc vers des plus bas. D'accord. Alors après les plus bas, on pourra regarder, donc là je reviens en vue mensuelle, on a fait une A, une B, vous voyez on n'a même pas encore été rechercher les 61,8 de cette expansion. Tous les héliotistes savent que quand on a un mouvement en AB, c'est en général les C vont chercher les 61,8 ou les 100, voire même parfois les 1,618, et là on n'a juste encore rien fait. On n'a rien fait de cette expansion. Donc pour moi, ça va appeler derrière les 4002, si on y arrive, ça va appeler des plus bas. Donc attention, des achats sont tout à fait possibles et justifiés au regard de cette structure de consolidation. On est sur des supports, mais voilà, il ne faudra pas être trop non plus ambitieux sur vos objectifs. C'est une zone qui est dangereuse. Et plus on va s'approcher de cette zone de pullback, plus la pression vendeuse pourra être vive, parce que y a simplement des traders de moyen terme qui voudront se positionner et qui vont peut-être pas attendre nos niveaux à nous en journalier pour se repositionner. Donc attention, danger, plus on va arriver de cette zone d'objectif, plus vous devrez alléger. Alors, nous allons voir le WTI en unité mensuelle, qui est beaucoup plus compliqué. Néanmoins, si on prend un peu de recul, que nous apprend en fait ce graphe, on a eu un top majeur qui s'est fait ici en 2009. On a 2008-2009, on a eu un très beau mouvement d'impulsion baissière derrière. Donc quand tu as un mouvement d'impulsion comme celui-là, en général, on cherche 3 temps. Quand on a des mouvements d'impulsion, on voit ici ça a été extrêmement violent. Et donc moi j'ai peur que sur le pétrole on ait en fait ici juste une figure de retracement, c'est à dire qu'on aurait une vague A, nous serions en train de faire une vague B en 3 temps qui se termine par une grande figure de consolidation, un triangle, donc quand même une figure d'indécision, mais qu'il y a un risque derrière qu'on reprenne la baisse, pourquoi pas aller chercher les 61,8 d'objectifs héliotistes de cette structure. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de voir si, on va analyser un peu plus en détail après de cette structure, j'essaye de voir si ce niveau de retracement potentiel pour cette vague ABC coïnciderait avec des objectifs de cette structure de consolidation. C'est un énorme range qui nous dit une seule chose, c'est que le pétrole est en train d'accumuler de l'énergie et quand ça va casser, il va laisser pas grand monde derrière. Vous n'aurez pas trop le temps d'entrer, ça sera trop tard.
Donc soit vous dites on est plutôt baissier et à ce moment-là il faut essayer de shorter, j'ai envie de dire le haut de cette structure-là, mais c'est pas quand on va casser ici que vous aurez le temps de vous positionner. À mon avis, ça va être très directionnel. Toujours est-il que quand on regarde l'expansion, si nous avons fait une structure plus ou moins en double top, l'expansion 1,618 coïnciderait avec cet objectif héliotiste de ce décompte ABC. D'accord. C'est également les 200% de cette structure. Pardon, c'est pas les 200% de cette structure, c'est les 200% de cette vague qui est ici, également qui coïncident sur le même niveau. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi mettre un 618 et pourquoi mettre 200? C'est simplement parce que sur cette vague qui est ici, c'est ce que j'explique sur mes formations. Ce point haut, nous avions fait une formation en fait en double top entre guillemets marginal. Ce point haut était un peu plus haut que celui-là, et ça appelle les 200%. Alors qu'ici, ce n'était pas le cas, ce haut était plus haut que celui-ci, et on cherchera donc plutôt des objectifs 1,618. Mais vous voyez comment le marché est bien ordonné. Ces deux vagues coïncident sur la même zone de prix, qui est également celle de ce retracement que je vous avais évoqué, potentiel. Donc tout appelle d'un point de vue Fibonacci à ce que si ce triangle casse par le bas, que le marché vienne vraiment soit attiré par cette zone là. Et à ce moment là, nous aurions ici évidemment des achats, une recherche d'achat très forte à faire, puisque nous aurions des supports Fibonacci très importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étaient vendeurs auront pris leurs bénéfices. On va avoir un price action clair qui se développera sur la zone, c'est pour moi une évidence. Maintenant, on peut avoir évidemment des retracements intermédiaires, puisqu'on a également ici une vague qui a cassé. Cette vague-ci, pour moi, a fait un plus bas, et donc va appeler de toute façon des plus bas. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison pour moi que ça s'arrête là. On a cassé un plus bas, donc on enclenche une expansion qui peut soit aller chercher les 100 et buter, et à ce moment-là nous aurions constitution d'un triangle symétrique équilibré, parce que ce triangle que j'ai dessiné, il n'est pas non plus, il n'est pas très équilibré. En général, quand il y a une indécision sur le marché, on obtient une structure vraiment de triangle symétrique. Donc c'est pas un scénario impossible, avec à ce moment-là, pourquoi pas pullback ici et on casserait, ou cassure vers le haut. C'est pour ça que je vous disais que sur le pétrole, je suis un peu plus indécis. C'est parce qu'on a quand même une grosse structure d'indécision, et même si on commence à avoir une pression baissière, moi je vous dis, on ne peut pas être acheteur sur le pétrole à cause de cette expansion qui a cassé. On ne peut pas être acheteur. On peut potentiellement aller rechercher ce niveau-là, les 84,20 croisés des chemins. Si on casse les 84,20 par le bas, moi je dis qu'on va aller rechercher le niveau suivant, vers les 75. On peut après pullbacker et ensuite aller plus bas. Donc je dis attention sur le pétrole. C'est vrai que quand on regarde sur le plan fondamental, finalement, la demande faiblit. On est sur une crise qui dure. Donc même là, on est sur du moyen terme. Actuellement, si on devait regarder ce niveau précisément, la demande faiblit et l'offre augmente avec le pétrole de schiste. Donc quand on met tous ces éléments fondamentaux les uns avec les autres, on peut comprendre effectivement que la pression actuelle soit baissière sur le pétrole. Alors on va zoomer quand même en unité semaine, et en unité semaine, on peut voir quand même qu'on a cassé une oblique de soutien qui est importante. Je la mets entre guillemets parce qu'effectivement nous pouvons reconstituer un triangle symétrique un peu plus grand, donc attention ici sur ce point là. Ce que je peux vous dire sur ce point là, donc les 85,20, les 85,50, c'est que nous aurions donc un support Fibonacci, un support chartiste. Nous aurions également aussi une potentielle fourchette d'Andrews dont la ligne médiane montrerait des réactions claires si effectivement nous venions chercher ce point là sur ce timing là. Nous aurions également un report de cette ligne, de cette oblique qui a capé les cours par le haut sur ce point bas. Autant vous dire qu'ici nous aurions ce que j'appelle une confluence de supports intéressante, et je ne serais absolument pas surpris qu'à ce moment là les cours ici retracent. Donc on pourrait tout à fait aller rechercher des zones de pullback pour recasser après vers le bas. De toute façon, quand on viendra, si les cours suivent ce scénario et qu'on arrivera sur cette zone, de toute façon, vous auriez des structures de retournement, on consoliderait sur la zone, vous auriez des structures de retournement en unité journée, ou pour ceux qui tradent sur des unités H4, des unités de retournement clair, et il y aurait largement de quoi faire sur cette zone, sachant que vous seriez sur une zone
que je considère comme une zone stratégique de rebond, et donc il faudra à ce moment-là trouver des configurations tactiques d'intervention qui vous permettront d'avoir des stops les plus serrés possibles pour rechercher donc le meilleur risque-reward. Voilà, donc en conclusion, nous sommes sur un support, mais la pression est vendeuse, et donc acheter ce support, c'est possible, mais c'est tendu. C'est plutôt un achat que je réserverai à des traders aguerris. Et ici également, il faudra faire attention. Alors, encore une fois, je suis en unité semaine, mais attention parce que quand on va revenir tester les 95, même un peu plus haut, on peut vite après avoir un retour de bâton assez violent, puisque ce sont des zones d'intervention shorteuse pour ceux qui veulent trader la cassure donc de cette figure de retournement. Alors, nous allons maintenant regarder les majors du Forex. Alors, nous sommes sur l'euro USD en unité mensuelle. Donc, l'euro USD en unité mensuelle, pour moi, quand il avait atteint ce top de marché, a développé donc une structure, en fait clairement une figure de retournement, enfin plutôt de retracement plutôt. On est en train de retracer sur l'euro USD dans cette unité donc mensuelle. Nous avons fait une belle vague A et nous faisons ce qu'on appelle une vague B en triangle. On peut voir clairement des 3 temps sur chacune de ces vagues, et donc quand on regarde plus précisément les décomptes, on a fait donc A, B, C, D, E, c'est-à-dire que ce point là était le point de retournement sur l'euro, et donc j'anticipe, au regard de ce décompte héliotiste, j'anticipe une cassure de ce triangle, et donc nous serions en train de faire une vague C baissière, et donc la fameuse question c'est quels pourraient être nos objectifs sur l'euro. Eh bien, on appliquera les mêmes schémas. Nous avions ici une vague A et une vague B. Nous pouvons donc mettre une expansion vague A, haute vague B. Donc, c'est un report de cette distance sur ce point B et nous obtiendrions le point, grosso modo, des indices sur l'euro. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette structure de triangle, qui est une structure où on accumule de l'énergie, peut très bien casser par le bas, c'est ce que j'anticipe, avec un retour sur les indices, qui est donc une expansion 100% A, grosso modo, égale C. Alors on peut également mettre des expansions sur ces vagues, et on voit que cette vague-ci donne également un objectif sur les indices. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, soit vous avez réussi à shorter sur cette zone-là, sur ce top de marché qui était donc les 1,36, 1,37, et je vous conseille donc de tenir votre position, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste une vague 1, qui appellera une vague 2, puis une vague 3, 4 et 5 baissières, puisque une vague C, c'est une vague C en 5 temps, et nous avons fait juste la vague 1. Donc si vous étiez vendeur jusque là-haut, eh bien il faut la tenir. Si jamais ce n'était pas le cas, eh bien il est trop tard pour entrer dans cette unité de temps, j'entends évidemment, et il faudra attendre un retracement et essayer de shorter le haut de la vague 2. Donc tout l'enjeu sur l'euro, ça va essayer d'être de trouver justement, de regarder si l'euro doit retracer maintenant, jusque où il peut retracer, pour essayer de choper le haut de ce retracement, pour partir donc en swing sur baissier donc sur cet euro, avec un objectif pour moi de moyen terme sur les indices. Donc voilà ce que nous avons cassé sur l'euro. Alors nous avions une structure entre guillemets en biseau, je le mets vraiment entre guillemets, mais bon, on voit quand même qu'elle avait encadrer les cours. On voit donc qu'on est dans un beau mouvement d'impulsion baissière. J'ai essayé donc de tracer les différents niveaux Fibonacci. Quand je regarde les vagues que nous avons cassées, clairement nous arrivons sur des zones d'objectifs. Si nous avons fait une vague 1, 2, 3 sur l'euro, cette vague 3 pourrait tout à fait trouver sa fin sur la zone actuelle. Nous avons également les 1 de cette 2 de cette vague-ci. Donc globalement, cette zone
est une zone de prise de bénéfice des shorteurs qui avaient shorté tout là-haut. Donc c'est une zone, en plus de support, on voit de moyen terme, c'est donc les 1,27, donc les 1,2770, 1,29, c'est donc une zone de retournement potentiel si vous tradez l'euro en unité H4 ou daily. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce que vous allez trader, c'est un retracement de cette vague d'impulsion qui devrait porter les cours vers des plus bas. D'accord? Donc vous voyez, ici, quand je regarde cette structure Fibonacci, si nous venions par la suite à casser donc ce seuil, et bien clairement c'est un retour vers les 1,20 direct. Donc on voit bien qu'il y a encore un grand potentiel baissier sur l'euro et qu'il faut maintenant espérer un retracement haussier le plus profond possible pour nous donner le meilleur prix d'entrée pour aller chercher donc, cette vague 5, puisque nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ce que je ne sais pas vous dire, c'est jusqu'où on va retracer. Idéalement, il faudrait retracer donc sur cette zone-ci, donc les 1,34, mais je n'y crois pas trop, même si c'est pas impossible d'avoir une bascule 1,272 pour aller ensuite rechercher les 61,8 et ensuite aller rechercher donc les niveaux d'objectifs suivants. C'est pas impossible. Le mouvement m'a l'air vraiment très vertical, donc on aura peut-être qu'une consolidation, une vague 4, peut-être beaucoup moins profonde. Donc pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une zone de retournement potentiel pour faire cette vague 4, c'est un retracement, et que quand cette vague 4 se terminera, eh bien l'euro devrait poursuivre donc sa baisse entamée maintenant depuis globalement les 1,40. Donc on regardera comment la forme que prendra cette structure de retracement. On aura l'occasion de mettre des expansions également sur cette figure de retracement. On pourra mettre également des niveaux de retracement Fibonacci sur cette vague-là, et on recherchera des clusters. Et en fonction de la pertinence des clusters, ça pourrait être tout à fait des prises d'entrée potentielles pour reviser des plus bas sur l'euro derrière. D'accord ? Donc attention, on est arrivé sur une zone, pour conclure, nous sommes arrivés sur une zone de retournement, de retracement sur l'euro potentiel, mais qu'après cette phase de retracement, l'euro devrait poursuivre sa baisse initiée depuis les 1,40 avec les objectifs que je vous ai visés. Donc il se passera plein de choses, et peut-être que j'aurai l'occasion à ce moment-là de revenir faire un point marché pour vous donner les vagues telles que je les verrai à ce moment-là, si le marché suit donc ses trajectoires. Alors, nous allons maintenant regarder la livre face au dollar, donc le câble. Nous sommes en mensuel. J'ai deux scénarios, à vrai dire, sur le GBP. Nous avons fait une belle impulsion baissière, nous sommes en train de retracer, on a fait une grande structure de consolidation qui a duré des mois, plusieurs années, et donc quand on retrace, quand on accumule comme ça de l'énergie, en général on peut s'attendre à un beau mouvement d'impulsion. Donc il y a deux scénarios, soit effectivement un retour sur cette oblique, eh bien, emmène derrière la livre vers des nouveaux plus hauts, et à ce moment-là ça veut dire que nous aurions une figure de retracement en ABC avec ici une expansion des 100%, donc vers les 1,83 par exemple. Donc nous aurions un ABC avec une expansion 100%. C'est un premier scénario. Donc ça voudrait dire qu'ici nous avons trouvé un appui, même si je vois une vague qui peut faire une deuxième puis une troisième, rien n'est impossible. On peut tout à fait avoir trouvé ici un support pour repartir haussier et rechercher donc le retracement des 61,8 de toute cette vague baissière. On avait buté sur globalement les 50%, on est revenu chercher les 3,82, on peut tout à fait les rechercher maintenant les 61,8. Ou alors, c'est pas impossible, on avait terminé donc cette vague ABC sur les 61,8 et à ce moment-là, on va tout casser par le bas. Je ne sais pas répondre aujourd'hui à cette question. Si on venait à casser, donc là je vais vous parler dans cette unité de temps, qui est l'unité mensuelle évidemment, si on venait à battre les plus hauts, clairement ça veut dire qu'on aurait développé une vague 1, 2, et donc nous serions en train de partir sur la 3, et clairement c'est pour aller chercher des plus hauts, et donc on pourrait se donner ces objectifs là. Pour le moment, je préfère rester méfiant. On arrive également sur une zone de support forte sur la livre, une zone de support chartiste. On peut tout à fait repartir haussier.
je dois vous avouer que je serai très vigilant sur si on arrive sur les 1,67, puisque nous pourrions avoir une A, B, et puis derrière une vague C qui nous amènerait vers des plus bas. Donc je pense que les 1,67 vont être à scruter de très très près. Je dois vous avouer que j'ai des analyses en journalier, en H4 que je n'ai malheureusement pas ici, pour lequel on a des fourchettes d'Andrews qui sont un peu plus parlantes et qui nous apporteraient des niveaux de cluster. Bah écoutez, peut-être que je les posterai sur le forum DailyFX à l'occasion. Toujours est-il que voilà, nous sommes sur une zone de support potentiel intéressante sur la livre, en confluence de cette oblique et d'un support chartiste. On peut tout à fait les remonter, tester les 1,67. Nous serions à ce moment-là sur les 61,8 de retracement de cette vague-là. Et là, question, est-ce que nous repartirions vers le bas ou au contraire partirions vers des plus hauts? On regardera la nature de ce mouvement. Si on voit que c'est une nature d'impulsion, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a derrière un très beau mouvement d'impulsion avec des vagues qui nous permettent de positionner des expansions haussières et que ces expansions sont au-dessus des plus hauts, eh bien on aura à ce moment-là un bon outil pour dire qu'effectivement la tendance haussière devrait reprendre sur la livre sur les prochains mois, moyen terme. Mais pour le moment, je n'ai pas ces outils à disposition, donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors, vous voyez, donc là j'ai quand même fait un zoom. On peut donc voir que cette zone, donc les 1,60, qui était donc cette zone de retour sur cette oblique, était également une warning line sur cette fourchette d'Andrews qui a très très bien canalisé les cours pendant plusieurs mois. Et donc nous avons ici testé le bas de ce canal. On avait ici une zone potentiellement d'ailleurs, une zone intéressante pour acheter à ce moment-là. Moi j'avais posté cette éventualité, parce qu'on étions sur un support, un retour Andrews, et puis la livre a tout fracturé. Et donc c'est vrai que quand on voit ça, j'ai quand même l'impression que c'est un beau mouvement d'impulsion, et qui est peut-être qu'une vague 1. Donc c'est pour ça que je suis très prudent. Je vois pas forcément de ABC pour me dire qu'on a ici une vague de retracement ABC pour repartir vers le haut. J'ai l'impression qu'on a fait juste une vague, et donc moi je me dis est-ce que si nous arrivons sur les 1,66 et même alors, si on a beaucoup de chance les 1,69 en retour, si en plus le timing correspond avec un retour sur cette ancienne fourchette d'Andrews, eh bien on pourrait tout à fait avoir aussi ici une zone stratégique de short, donc avec figure de retournement qui irait bien pour reshorter et donc viser des expansions qui iraient beaucoup plus bas. D'accord. Donc je suis autant sur l'euro, je suis très, j'ai envie de dire très directif, autant sur le GBP, j'envisage quand même deux scénarios, deux éventualités, et donc à ce moment-là, la seule chose qui nous permettra j'ai envie entre guillemets de nous en sortir, ce sera donc les niveaux de risk-reward que vous pourrez détecter sur vos zones respectives, et donc avoir toujours une approche de money management qui vous permet de viser du rendement. Voilà. Donc je vous ai donné ces seuils pour discussion. Je suis ouvert à toute discussion sur le forum DailyFX sur ces analyses. L'AUD-USD. Alors l'AUD-USD était passionnant. J'avais proposé des shorts sur cette zone qui est ici. Je l'avais tweeté. Bon, pour le coup, c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé derrière au niveau du marché, on est content. C'est pas tous les jours qu'on arrive à trouver des points de retournement aussi brutaux, pardon. Mais c'est vrai qu'on était en conjonction de plusieurs choses. Selon mon décompte, nous sommes également en retracement ABC, comme quoi vous voyez on a quand même beaucoup de choses qui convergent sur le dollar d'une manière générale. On a des retracements en ABC alors qu'ils prennent des figures différentes, mais qui sont tous donc des figures de retracement en ABC. Sauf que ce que nous faisons ici sur l'AUD, c'est ce qu'on appelle plus communément en fait une diagonale terminale. Et cette diagonale terminale, eh bien nous sommes sur une vague 5, ça appelle également des plus bas. Donc on peut mettre également donc une expansion Fibonacci sur la vague AB, et on voit très bien que les 1,618 amèneraient vraiment l'AUD sur des bas qui peuvent être les 0,8120. Donc il y a encore beaucoup à faire sur l'AUD. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand nous étions ici, c'est vrai qu'on était donc sur une zone ce que j'appelle donc une confluence. On avait ce canal de régression, on avait cette ligne médiane, c'est une fourchette de chiffres qui arrivait sur la zone. On était sur le retracement 61,8 de cette vague qui était ici, et nous avions fait une structure, disons, nous étions en train de construire une figure de retournement.
Donc pour le coup, c'est vrai que dans cette zone-là, on a eu un magnifique setup en fait de retournement dans cette petite figure de consolidation, dont l'objectif casser le plus bas qui était ici et entraîner donc la cassure de cette structure également qui était là et qui donc appelait des plus bas. C'est pour ça qu'ici il y avait quelque chose vraiment de très intéressant à faire. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que si effectivement donc ce décompte est bon, nous avons fait donc la vague 1 et la vague 2 d'une vague 5, nous sommes en train de développer une vague 3 qui va casser les plus bas. Donc la vague 3, c'est une vague très impulsive, très impulsionnelle. Et elle correspond tout à fait à l'observation qu'on peut avoir du marché. C'est vraiment un mouvement très violent. Donc ce mouvement-là, même si vous pouvez trouver dans des unités de temps des achats pour viser des retracements, n'oubliez pas que ça c'est juste une vague 1, 2, 3, qui aura une 4 et une 5 encore baissière derrière. Voilà, on est baissier clairement sur l'AUD et même si vous pouvez trouver des opportunités d'achat dans des unités de temps plus petites pour jouer des retracements, la vision est baissière clairement en unité hebdo sur l'AUD. Et elle confirme ce qu'on voit d'ailleurs sur les métaux, hein. L'AUD c'est une valeur qui est fortement corrélée donc, aux matières premières. Et donc ce qu'on constate sur l'or et sur l'argent, eh bien, on le constate également, même si c'est une structure évidemment de forme différente, on constate des mouvements analogues. Et autant je vois sur l'argent l'or des plus bas, et bien autant je vois également sur l'AUD donc des plus bas. Voilà. Donc je vous ai mis les clusters également pour discussion sur le forum d'EliFX. Alors l'USD CAD également intéressant puisque nous avions, et ça avait été, alors moi je dis bravo à l'équipe d'EliFX également qui avait donné donc des seuils d'intervention très pertinents. Quand on était arrivé donc sur les 1,06, quand on en avait parlé sur le dernier point marché avec Nicolas Chéron, on avait dit ici on avait une structure en double top. Cette structure donnait son objectif des 200% Fibonacci vraiment parfaitement sur cette zone de support, donc qui est également donc une zone d'expansion Fibonacci de cette vague qui est ici. C'est également une zone de support Andrews. On avait donc, et puis en plus on avait une oblique de long terme qui passait par là, on avait une confluence de choses qui nous disaient qu'ici stratégiquement on recherchait des achats. On a eu dans une unité de temps plus petite une structure de retournement. Moi je dis bravo à ceux qui ont réussi à trader cette structure de retournement et qui tiennent désormais l'USD CAD depuis ce point de retournement, parce que pour moi nous avons fait une vague 1, 2, 3, nous avons fait du A, B, C, et donc nous sommes partis sur une vague 5 haussière qui devrait amener l'USD CAD également sur des plus hauts, c'est-à-dire sur les 1,618 de cette structure, qui correspond également au retracement 61,8 de toute la baisse qu'il y a eu de long terme sur l'USD CAD. Donc pour moi, si mon analyse est bonne, on cherche à en viser les 1,1660 sur l'USD CAD. Donc vous voyez, j'ai également une vision finalement très haussière de moyen terme encore sur le dollar. Et ça se confirme quand je regarde les différents actifs que je parcours. Donc on serait potentiellement sur cette vague 5 avec une vague 1, 2, et nous sommes en train d'enclencher la 3, et on voit la réaction des acheteurs ici, avec derrière donc un support qui a l'air de tenir, et donc moi j'étais passé acheteur de nouveau quand on est revenu sur cette zone-ci avec un stop sur les derniers bas, et je vise donc des plus hauts. Voilà. Donc retenez bien ce canal qui pourrait être vous donner des occasions d'intervention, de renfort, si jamais les cours retracent et reviennent tester ce canal et qu'on serait à ce moment-là en confluence entre un canal et par exemple un support. Voilà. On va passer sur l'USD CAD en vue journée. Bon, on voyait ici la structure en 3 temps, très belle, qui est synonyme donc de retracement. On a fait une forme d'épaule tête-épaule, même si elle n'est pas forcément hyper claire. Disons que ça, on va dire, on a un esprit de TEI. Nous avons cassé ces plus hauts. Clairement ici, nous avons fait une belle réaction. Donc quand on est venu en pullback finalement sur cette zone, quand je trace une fourchette d'Andrews sur ce haut là et ce bas qui est ici, on voit que la ligne médiane est très bien respectée, on voit les réactions du marché, et donc j'ai pas été surpris que derrière le marché soit reparti tester donc la ligne médiane, et donc nous sommes peut-être bien en train de maintenant de former un canal au sein de cette fourchette. J'ai quand même mis le canal Elliotiste
donc sur les plus hauts, avec également un report de cette ligne oblique sur les plus bas. Donc il est possible aussi qu'on suive ce canal-là. D'accord. Toujours est-il que quel que soit le canal dans lequel va s'inscrire ce mouvement, s'il est bien ce que je pense, il est un mouvement d'impulsionnel. D'ailleurs, je crois que maintenant, depuis l'USD4 a dû remonter assez violemment ici. Il a dû casser, je pense, ce point haut qui est là, qui confirme qu'il y a quand même une présence d'acheteurs qui se manifestait sur ce point-là. C'est vrai que ce point, donc les 1,08, 1,09, était un point d'intervention très attractif, puisque nous avions un stop sous les 1,08 pour viser des plus hauts. D'accord. Mais c'est vrai que là, on avait donc une belle zone de pullback. Donc de nouveau, le marché nous a donné cette chance. Reteste donc d'une zone de support avec un stop assez serré finalement pour aller chercher donc des plus hauts, c'est-à-dire les 1,618 de cette vague-là, qui serait donc 1, 2, une vague 3. La vague 3 va souvent chercher les 1,618 de la vague 1, 2. Et on voit que c'est pour casser les plus hauts. Donc on serait déjà sur les 1,14. On pourrait en ce moment-là développer une vague 4 baissière pour ensuite chercher la vague 5 qui nous amènerait, comme je vous l'avais dit, potentiellement sur les 1,16. Vous voyez qu'on aurait donc une bonne modélisation comme celle-ci pour aller chercher après les plus hauts. D'accord. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer ensuite de faire coïncider les différentes analyses dans ces différentes unités de temps pour arriver à quelque chose de cohérent par rapport à ces supports, par rapport à ces obliques qu'on peut voir de moyen terme et sur des orientations de temps qui sont plus court terme. Alors on va passer sur l'USD Yen. Alors l'USD Yen, compliqué, c'est un actif sur lequel je suis le moins, peut-être le moins à l'aise, parce que j'ai eu un peu de mal à trouver des expansions qui pouvaient guider en fait ces mouvements d'impulsion. On voit que l'USD Yen est très impulsionnel, on voit que on a une belle impulsion, on a consolidé. Pour moi on a fait une vague 1, 2, 3, 4 et nous sommes en train de développer une vague 5. Alors ce que je ne sais pas, c'est si cette vague 5 va se terminer ici pour faire un grand retracement et ensuite aller chercher des nouveaux hauts. C'est vrai que nous sommes arrivés, en fait j'ai pas d'expansion claire à disposition pour me dire que on peut tout à fait maintenant aller rechercher des plus hauts. Au contraire, j'ai plutôt envie de me dire qu'on est sous des zones de résistance, on a des obliques qui passent par ici. Quand je regarde cette vague qui est ici, donc la première vague finalement, la 1-2 de cette vague 5, elle a touché son objectif des 1,618. J'ai une vague intermédiaire qui est également sur objectif. On est sur des plus hauts sur l'USD Yen. Et donc je me dis attention, cet actif peut maintenant retracer. Alors je ne sais pas jusqu'où il peut retracer, il peut tout à fait retrouver après des supports ici, mais ce que je sais, ce que je vois, c'est que si on avait effectivement une structure en biseau descendant, eh bien l'USD Yen pourrait bien aller rechercher le haut de ce biseau, sur le long terme, sur le moyen terme. Et donc nous aurions à ce moment-là cette expansion qui s'enclencherait, et on voit que les 200% coïncideraient également avec d'autres niveaux d'objectifs. Et donc je me dis que c'est potentiellement des zones que le marché pourrait aller rechercher. Je n'en suis pas tout à fait certain. J'ai besoin d'avoir un peu plus des choses un peu plus claires au niveau des expansions ici pour pouvoir vraiment le confirmer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement on arrive sur cette zone-là, et bien ici on aurait une zone stratégique de retournement. Vous voyez, autant parfois on peut être dans l'incertitude sur est-ce qu'on va vraiment aller rechercher cette zone là. Par contre, quand vous établissez des clusters qui sont propres, vous pouvez vous dire que oui, ici de toute façon il va y avoir des prises de bénéfices très importantes de tous ceux qui étaient acheteurs depuis les plus bas, puisqu'on arrive sur des zones d'expansion en fait extrêmement puissants. En plus nous serions sur des zones de plus ou moins de résistance, et donc on pourrait s'attendre dans cette zone à avoir un retournement sur l'USD Yen. Donc ici il serait plus question d'acheter, il serait plutôt urgent d'attendre une figure de retournement, et là par contre vraiment essayer vraiment de la trader comme il faut avec les risk reward. Donc voilà, donc je préfère être franc avec vous sur l'USD Yen. C'est pas l'actif sur lequel je suis le plus à l'aise, et je préfère vous le dire. Voilà. Néanmoins, quand je regarde l'euro, quand je regarde l'AUD, quand je regarde l'USD CAD, pour moi ces actifs, il leur manque des objectifs, et donc
tout ça me fait dire que peut-être qu'on aura la même chose sur l'USD Yen, puisque en ce moment le marché est quand même énormément drivé par le dollar, conduit par le dollar, et que s'il a eu des baissiers, l'USDK haussier, l'euro baissier, peut-être que l'USD Yen serait encore bien haussier. Voilà. Donc attention, attention à ceci. Voilà, écoutez, c'est ce que je voulais vous dire sur ce point marché. Vincent va bientôt me rejoindre. Je vais en profiter pour répondre un petit peu aux questions. Alors je vois une question de la part de Benny Boy. La warning line est-elle toujours équidistante aux fourchettes d'Andrews? Alors en termes de définition, tout à fait. Oui. Alors donc petite question de la part de Benny Boy que je mets en valeur. Donc oui, effectivement, les fourchettes d'Andrews sont toujours à mettre en équidistance. Si je devais par exemple mettre une warning line par rapport à cette fourchette, je mesurerais la distance qui est entre ces deux bornes et je la reporterai ici. Et si vous arrivez à ce moment-là à une confluence, par exemple support horizontal et warning lines, vous pouvez vous attendre à un price action de la part du marché, c'est-à-dire une réaction du marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la casser, mais on peut s'attendre ici à des prises de bénéfices de ceux qui étaient shorters et donc à une réaction haussière à ce niveau-là. Alors, quelle unité de temps qui nous donne les meilleurs résultats? Donc question de Lorenzo, donc c'est une bonne question. Alors les niveaux Fibonacci et les fourchettes d'Andrews, ce sont des outils qui sont utilisés par des très grosses mains sur le moyen terme et le long terme. Donc ils sont des outils extrêmement puissants dans ces unités de temps, mais qui sont également de nature fractale et qui donnent des très bons résultats également dans des unités de temps daily et H4. D'accord. J'aime beaucoup l'unité H4, surtout quand on a des clôtures H4 qui cassent des lignes de tendance, etc. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et donc en unité H4, ce sont des choses qui fonctionnent également parfaitement. Mais si vous descendez dans des unités de temps, par exemple le H1, vous faites de l'intraday et vous faites vous avez par exemple, vous mixez du M15 avec du H1, avec pourquoi pas une unité stratégique qui pourrait être le H4 et le daily, vous avez également, ces outils-là vont également réagir correctement. Le problème, il est que dans ces unités de temps, vous devez de maîtriser ce que j'appelle le rythme des sessions, parce que autant les fourchettes d'Andrews vont vous permettre de canaliser les différents mouvements, autant les vagues qu'il peut y avoir au travers de ces mouvements-là, soit vous maîtrisez Elliott et vous en saurez un petit peu plus, donc la forme que les différentes vagues peuvent prendre, autant si vous faites de l'intraday, il faut maîtriser le rythme des sessions. Parce que quand vous avez par exemple les Asiatiques ou les Européens qui ont poussé, on peut tout à fait avoir les Américains qui vont retracer. Donc à vous de voir en fonction du rythme des sessions comment les mouvements ont poussé. Si vous arrivez sur des hautes fourchettes, vous pouvez raisonnablement vous dire que la session américaine ou asiatique va retracer. Donc maîtriser ce rythme des sessions, c'est important. Et ce qui est également important de comprendre, par exemple si vous avez eu un mouvement haussier que les Asiatiques n'ont rien retracé, il y a de fortes chances que ce mouvement était juste une respiration horizontale et que derrière ça reprenne. Vous voyez, quand on est dans l'intraday, il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu. Il y a aussi toutes les problématiques de nouvelles économiques qui viennent perturber. Il faut maîtriser ça. Les nouvelles économiques, moi la façon dont je les trade, c'est quand je suis acheteur, j'espère que la nouvelle quelque part sera mauvaise parce qu'elle va me permettre d'avoir un prix, un pullback qui va m'intéresser pour réentrer dans le sens du mouvement de fond. Vous voyez, donc ça nécessite en fait d'avoir beaucoup plus de cordes à son arc, et donc en termes de trading c'est forcément plus compliqué puisque vous êtes sous l'influence d'événements qui peuvent être assez violents, d'accord. Mais oui, pour répondre clairement à la question, oui, les fourchettes fonctionnent également sur du H1. C'est un outil qu'il faut maîtriser. Les fourchettes, c'est un outil qu'il faut pratiquer. Il faut aussi, ce qui est très important avec les fourchettes, c'est respecter son esprit premier, qui est de canaliser les cours. Et donc, il faut que votre fourchette corresponde à un moment donné aussi à ce que vous observez sur le marché. Vous ne tradez pas ce que vous voulez, vous tradez ce que vous voyez. Donc, ça vaut également pour les fourchettes d'Andrews. Il faut tout le temps être vigilant
il faut il faut embrasser quelque part l'incertitude et avoir les deux casquettes. Si vous êtes acheteur, il faut aussi essayer de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre camp, et est-ce qu'il n'y a pas aussi des vagues contrariennes qui se mettent contre vos positions, et à ce moment-là ajuster, prendre des bénéfices intermédiaires, alléger vos positions ou simplement stopper. Vous voyez, il faut tout le temps être aux aguets, parce que c'est vraiment ça le trading, c'est embrasser l'incertitude, la gérer via des règles de money management saines, et toujours être aux aguets et coller, réajuster vos analyses par rapport à ce que vous voyez vraiment sur le marché. Voilà, lire le marché. Est-ce que l'on peut avoir une présentation, donc commentaire de la part de Laurent? Alors, est-ce qu'on peut avoir un résumé des présentations que je fais? Alors, sur DailyFX, on va mettre en place donc un forum dédié aux fourchettes d'Andrews pour essayer de... Parce que je sais que plusieurs sont intéressés par cet outil. C'est vrai que c'est intéressant quand on a un outil comme ça qui vous permet de répondre au quand finalement, hein. Quand vous tradez, vous devez répondre au quoi, c'est ce que je disais en introduction, au où, à quelle zone de prix vous voulez intervenir, mais aussi le timing est important. Eh bien, les fourchettes d'Andrews peuvent vous apporter des indications sur le timing puisqu'elles décrivent finalement une relation temps-prix. Et donc ça peut être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse, et c'est vrai que pour le coup, mettre en place un forum dédié sur les fourchettes d'Andrews sur le forum DailyFX, ça vous permettrait de vous exprimer et de partager finalement vos impressions, vos expériences respectives. Je sais qu'il y a des très bons traders en France qui utilisent les fourchettes d'Andrews. Si par le biais de ce forum on aurait la chance également de les ramener quelque part dans ces discussions, il y aurait beaucoup à gagner pour tout le monde. Voilà. Donc ce format-là récapitulera évidemment tous les écrits, les articles que j'ai pu faire pour DailyFX sur les fourchettes d'Andrews. À titre personnel, je prépare aussi donc une offre de formation sur les fourchettes d'Andrews, mais également sur ces éléments que je vous présente sur les clusters Fibonacci, ce qui est réellement important de savoir sur Elliott. Je vous communiquerai ces éléments rapidement. On est en phase de finalisation de ces contenus. Alors, je parcours les autres questions. Avez-vous une conviction sur l'Euronoc qui a été beaucoup chahuté récemment? Spécialité Adrien. Bah, écoutez, je vais mettre en valeur cette question. J'ai effectivement une analyse qui traîne sur l'Euronoc. Je vous la communiquerai sur le forum. Je ne vais pas vous la commenter parce que j'ai besoin d'avoir mes niveaux pour être précis. Je crois que j'avais deux scénarios possibles. Moi je dis qu'il faut faire un petit peu attention. C'est vrai qu'on a eu un très beau mouvement haussier, mais on a aussi une magnifique étoile du soir sur l'Euronoc, et on est voilà. Je dis qu'il faut aussi la prendre en considération, et qu'on a peut-être eu simplement un grand retracement baissier et une hausse, et qu'on va peut-être encore repartir sur une vague C baissière, mais sans graphique, ça reste abstrait. Donc je préfère en fait vous poster l'analyse que j'aurai sur le forum DailyFX. On sera plus dans le concret et vous verrez un petit peu plus pourquoi j'ai potentiellement deux scénarios sur cet actif. Quels sont les critères pour qu'une fourchette d'Andrews soit validée? Donc question de la part de Alain R. Le critère le plus important, c'est les réactions du marché sur la ligne médiane. Si vous avez une fourchette d'Andrews, vous savez en fait quand vous regardez les marchés, si vous regardez par exemple le cuivre qui est en train de casser aussi également des points importants, on peut voir comment on pourrait dire ça, des phases de retracement qui se font sous un certain angle. C'est une observation que vous avez peut-être fait si vous avez une longue pratique des marchés financiers, mais on va retrouver, d'ailleurs la théorie de Gann est aussi basée sur ce genre de choses. Vous avez des angles qui peuvent se retrouver en fait, que ce soit sur des mouvements impulsionnels ou des mouvements de retracement. Finalement, la fourchette d'Andrews va s'inscrire dans cette démarche-là en disant quoi? En disant que si une fourchette d'Andrews respecte des angles qui se retrouvaient, donc des angles qu'on a observés, rien n'est figé dans le marbre, eh bien elle a beaucoup plus de chances d'être pertinente. Concrètement, ça veut dire que si vous voyez que les prix oscillent bien, montrent des réactions claires sur la ligne médiane, une fois que vous allez constituer vos points pivots, donc 1, 2 et 3, eh bien ça va renforcer vraiment votre fourchette d'Andrews. Elle va donner beaucoup plus de poids après au potentiel canal que cette fourchette d'Andrews est censée modéliser. Si quand vous tracez une fourchette d'Andrews,
vous avez juste 3 points pivots mais vous n'avez aucune réaction avant, elle est fragile. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le marché va peut-être aller chercher la ligne médiane, mais l'espoir qu'ensuite on suive ce canal est beaucoup moins fort. D'accord ? À ce moment-là, au contraire, et c'est ce qui arrive souvent, le marché va peut-être effectivement construire un canal, mais qui serait plus un canal de régression. On peut utiliser les fourchettes d'Andrews pour trouver le canal de régression. C'est une technique que moi j'aime beaucoup parce que c'est souvent très pertinent sur les marchés financiers, mais c'est un autre débat. Alors, question du choix, voilà, question du point d'origine de la fourchette d'Andrews. J'ai perdu la question. Ah oui, question du choix du point d'origine de la fourchette. Parfois on peut hésiter sur 2 points pertinents, mais contraires. Alors, contraire, je crois pas, puisque à ce moment-là, ça te donnerait 2 fourchettes voilà, opposées. Néanmoins, c'est une question qui en fait en appelle d'autres. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe si effectivement, j'ai par exemple, imaginons, on a un petit double top, et puis on fait un bas d'unité de temps supérieure et un nouveau haut d'unité de temps supérieure. Ça veut dire que pour le premier point pivot, vous avez potentiellement 2 petits points à prendre. Bon, ça c'est compliqué, vous ne pouvez pas savoir sur quel point finalement vous avez 2 possibilités pour très proches pour le premier point pivot. Vous ne savez pas quel point le marché va prendre finalement derrière, c'est compliqué. Vous tracez la fourchette, moi ce que je fais c'est que je monte d'unité de temps et puis je trace la fourchette dans cette unité de temps et j'indique attention, l'angle est fragile. C'est-à-dire que derrière, parce que le premier point pivot est super important pour l'angle de la fourchette derrière, donc ça veut dire que derrière je prendrai moins d'importance sur quand le marché viendra tester le haut de cette fourchette. Je vais avoir besoin d'un point supplémentaire, donc d'un nouveau top ou d'un nouveau bas pour confirmer, mieux préciser mon canal Andrews. D'accord ? Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça ajoute une incertitude supplémentaire. Ça enlève rien à la fourchette d'Andrews, mais il faut dans ce cas-là la mettre en pointillé parce que vous savez qu'elle offrira une zone de résistance probabiliste moins élevée. Voilà. En ce qui concerne par contre l'autre point, qu'est-ce qui se passe si j'ai 2 fourchettes contraires ? C'est là où justement ça devient intéressant parce que et c'est effectivement ce qui arrive par exemple sur le. On va retourner sur le DAX, me semble-t-il. Vous voyez par exemple, voilà. Là on peut tout à fait avoir 2 fourchettes contraires. On a une fourchette sur ce point-ci et ce point-ci qui nous donne cette fourchette rouge qui est là. Et puis on peut avoir cette fourchette là et celle-ci. D'accord ? Les 2 sont possibles. Eh bien, si j'ai envie de dire que c'est la première. Donc vous voyez, si je mets une fourchette comme ceci, le bas de la fourchette va être là. La première fourchette qui va casser va déjà vous donner une indication sur qui est en train de gagner dans le range. Maintenant, c'est à prendre avec prudence. Parce que dans un range, surtout si on est en début de range, c'est pas impossible qu'on consolide quelques temps. Vous aurez des fourchettes qui vont casser et qui ne seront pas forcément significatives. D'accord ? Mais si vous étiez donc acheteur et que vous avez donc positionné cette fourchette-ci et qu'on vient à casser le bas de cette fourchette, voilà, ça veut dire qu'il faudra faire attention parce que cette fourchette là est active encore et que le marché va vouloir aller retester le bas de cette fourchette. Du coup, à vous d'en tirer les conséquences en termes de trading par rapport à votre point d'entrée et ce que vous voulez faire de cette position. Mais effectivement, mettre des fourchettes contrariennes, ça permet de définir des zones de neutralité ou des zones à partir desquelles des décisions peuvent se prendre. Alors, est-ce que j'utilise les boîtes d'Austin ? Question de la part de Flying Fin. Alors, les boîtes d'Austin, c'est d'ailleurs l'objet de mon dernier article pour DailyFX. Donc, les boîtes d'Austin définissent en fait des boîtes temporelles dans lesquelles les cours sont censés rejoindre la ligne médiane. Par exemple, ici, nous aurions eu une première boîte d'Austin qui correspond à cette boîte-ci, donc le point pivot A jusqu'au point pivot 2, donc nous aurions eu cette boîte d'Austin-ci, et puis la boîte qui va du point pivot 2 jusqu'au point pivot 3. Et on va reporter la plus grande boîte sur le sommet donc de votre troisième point, et il faut que les cours aillent rejoindre la ligne médiane dans cette boîte temps. Donc on voit qu'ici, c'est exactement ce qui serait passé, on aurait rejoint la ligne médiane sur cette boîte d'Austin. Alors, franchement,
Je l'utilise pas énormément. Je l'utilise pas. Je vais être honnête avec vous. Je sais que des traders l'utilisent. Ce qu'il faut surtout en retenir, pour moi, c'est que si vous approchez de la fin de votre boîte d'Austin et qu'on n'a toujours pas rejoint la ligne médiane, ça veut dire que les cours sont en train de mettre cette fourchette en faux et qu'il y a un risque qu'on revienne tester le haut de la fourchette. Je ne dis pas qu'on va aller casser le haut de la fourchette, mais je dis qu'ici le risque augmente fortement qu'on revienne tester le haut de la fourchette. Donc si vous étiez vendeur par exemple et vous étiez ici et que votre boîte d'Austin vient de se terminer, eh bien attention, ça peut, voilà, si les cours avaient fait ceci, cette trajectoire-ci, eh bien on peut tout à fait y revenir tester le haut de la fourchette. Donc si vous étiez, vous, dans une unité de temps inférieure et que vous aviez cette fourchette dans votre unité de temps stratégique, eh bien ça peut avoir des conséquences sur votre trading, sur le trading de votre unité de travail. D'accord ? Voilà. Je préfère vous dire ça tel que je le pense. Néanmoins, c'est le fruit en fait d'une société qui s'appelle Austin Financial Group qui a élaboré des statistiques et qui a donc sorti ces boîtes là parce que statistiquement ils ont remarqué que la grande majorité des fourchettes allaient rejoindre la ligne médiane pendant ces boîtes de temps et que si ce n'était pas le cas, eh bien ça fragilisait grandement la tendance et que un retournement était potentiellement possible. Voilà, moi je ne l'utilise pas pour mes analyses ni mon trading, mais certains le font. Alors, question de la part de Laurent. Tu as pu croiser sur certains forums des personnes qui utilisaient ce qu'on appelle des semi-MLH à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ces lignes-là vont effectivement offrir, donc c'est par exemple ici, tracer une droite qui couperait le segment en deux. À la fois en dessous et à la fois au-dessus, donc des warning lines au-dessus et des semi-MLH en fait ici. Tout dépend l'unité de temps dans laquelle vous faites votre analyse. Si par exemple vous faites une analyse, moi je recommande toujours d'avoir trois unités de temps différentes pour mieux cerner voilà, avoir un meilleur sentiment de marché et puis simplement avoir des niveaux d'intervention après évidemment beaucoup plus précis. Mais vous avez donc ce que j'appelle l'unité de stratégique, qui peut être par exemple ici le weekly, sur lequel vous allez trouver cette fourchette d'Andrews. Vous pouvez tout à fait mettre donc la ligne intermédiaire parce que elle va faire réagir le marché dans votre unité de temps de travail ou dans votre unité de temps tactique. Votre unité de temps de travail, ça peut par exemple être le daily, voyez, où vous allez travailler au corps des zones de retournement, et votre unité tactique, ça serait le H4 pour essayer d'entrer le plus précisément possible. Bon, bah, le fait de mettre des lignes comme celle-là sur des niveaux weekly, même si ça ne se traite pas en tant que tel dans l'unité de temps weekly, ça peut avoir un intérêt effectivement dans votre unité de temps de travail, dans votre unité de temps tactique, parce que ça peut offrir du price action sur les cours. D'accord ? Donc pourquoi pas le faire ? Moi, je ne le fais pas parce que j'utilise justement les fourchettes d'Andrews dans ces différentes unités de temps. Je rajoute aussi mes niveaux Fibonacci. Rajouter des lignes supplémentaires, ça viendrait compliquer fortement en fait le charting que je fais. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi savoir un peu simplifier les choses en termes d'analyse. Mais en termes de trading, ça a tout à fait son sens. Alors, je vais regarder autres questions. Question de la part de Daniel 167, non, de Lorenzo. Tes paires ou actifs qui fonctionnent le mieux avec ta technique. Bon, bah vous avez vu qu'avec cette technique, même si là je vous ai présenté que la partie analytique, il y aurait encore beaucoup à dire d'ailleurs sur ces sujets-là. Je vous présente pas la partie trading. Sur la partie trading, il y a énormément de choses à dire. Parce que ça reste des analyses. Le trader, il doit mettre ça en musique par rapport à du money management et de la gestion et du suivi de position. D'accord ? L'analyse est là pour répondre au quoi, qu'est-ce que je cherche à faire, acheter ou vendre. Et elle est là pour répondre au où, à quel niveau de prix et au quand. Mais le trading, c'est répondre au comment et au combien. Il y a beaucoup de choses à dire sur le trading.
En termes d'actifs, on voit que ces analyses fonctionnent sur, c'est le retour que moi je vous en fais, de mon retour d'expérience, ça fonctionne sur tous les actifs. En termes de trading, vous avez des actifs qui ont des comportements différents. Par exemple, les métaux, ce sont ce qu'on appelle des actifs à cassure, à breakout. Les traders de breakout ont de meilleurs résultats sur ce type d'actifs parce que quand un seuil vient à casser, en général derrière ça part direct, ça part cash. Quand on parle du forex, tout ce qui tourne donc au monde des devises, on a beaucoup plus de mouvements en vague avec beaucoup plus de pullback, etc. Et donc ça donne en général beaucoup plus d'options pour rentrer quand vous voyez que des seuils ont cassé. C'est pour ça que sur le forex, j'aime pas shorter directement des cassures par exemple de support ou acheter des cassures de résistance parce que sur le forex on va souvent avoir des pullbacks et qui vont même, si vous maîtrisez bien les fourchettes et les niveaux Fibonacci, vous donner un meilleur prix que la cassure. Donc il est souvent urgent de ne pas se précipiter, de bien préparer nos zones d'intervention parce que c'est ça le trading, c'est une grosse préparation, déterminer nos zones et après positionner nos OC, faire vos plans de trading, quelles sont vos prises de bénéfices intermédiaires, de manière à ce que vous puissiez affiner, maîtriser votre trade du début jusqu'à la fin avec un risque reward global qui doit être minimum supérieur à 1 pour 2 et puis voire plus après si vous faites du suivi de tendance et que vous avez détecté des canaux qui vont bien. Voilà, donc c'est ce que je vous dirais. Tous ces outils d'analyse fonctionnent quels que soient les actifs. Après, en termes de trading, chaque actif a sa propre personnalité et donc les meilleurs traders, eh bien, ce sont ceux qui se sont spécialisés sur une classe d'actifs particuliers ou voire même un ou deux actifs, trois particuliers. Merci Frédéric de Montréal. Écoute, je pense que l'équipe d'Elefix te remercie pour ce commentaire. Donc, il souligne notre approche professionnelle d'analyse des marchés. Donc, merci à toi. Je ne vois pas d'autres questions. Écoutez. Bon, c'est pas grave, de toute façon, si vous avez d'autres questions, vous aurez l'occasion de les poster sur le forum d'Eliefix. Moi, je tiens à remercier donc Nicolas Chéron, Vincent Gann et Adrien et toute la team. Et je dis bonjour également à Karen qui est juste à côté de moi, avec qui j'ai une discussion très intéressante sur Ichimoku et les fourchettes. Donc, je tiens à remercier d'Eliefix. Je vous remercie pour votre présence et moi, je vous dis donc à prochainement et à bientôt sur le forum d'Eliefix.